Il y aura bien une épreuve d'équilibre aux Jeux Olympiques 2024 puisque même les bébés doivent payer leur billet. On marche clairement sur la tête. Mais bon, s'ils payent, ils doivent forcément en retirer quelque chose. Et vu qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer la propagande geek, je propose une épreuve spéciale Seigneur des Anneaux. On file à chaque spectateur un anneau en or et ils doivent ne pas se le faire voler par les pickpockets à Paris aussi excités que Gandalf quand il voit le Balrog sortir son gros fouet. Évidemment, ça implique du parcours dans les rues de Paris en travaux, un soulevé de potes dans le RER B et ça finit dans la Seine où ils doivent jeter l'anneau et le voir fondre comme mes espoirs de faire une photo avec le grand amateur de street food thaïlandaise Frédéric Mitterrand. Oh là là, j'étais à la Clermont Geek ce week-end, l'accueil était fou, j'ai déjà envie d'y retourner, là c'est simple, tu me proposes Clermont ou Disney, je pars à Clermont, je laisse mon beau-frère aller à Disney, vu qu'il ne pense qu'à Mickey. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 443e JT Comics et apparemment, le caïd vient encore de débloquer un nouveau pouvoir pour le MCU, il me tarde vraiment de le voir ouvrir Matt Murdock en deux comme ça. Bon, allez, passons plutôt aux news de la semaine. Semaine X-Men. Les mutants sont au cœur de l'actu avec la suite de la série X-Men 97 qui commence très très fort et qui cartonne. Le futur mutant après la période Krakoan qui s'achève totalement dans les comics. Et bien la prochaine ère se dévoile tranquillement et c'est assez dingue. Et puis quelques rumeurs sur les mutants du MCU en Gen X et en chair. On commence évidemment avec le gros succès de la semaine X-Men 97. La suite et c'est un carton plein. Et c'est vrai quand on regarde les deux premiers épisodes on se dit qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à faire, convoquer la nostalgie des fans de la première heure qui s'y retrouveront tout à fait et sans barrer la route aux nouveaux fans, à la nouvelle génération qui voudrait s'y mettre et c'est un point de départ idéal. Ça a été fait avec le mot respect en tête, on a retrouvé certains membres de l'équipe de production originelle, beaucoup de comédiens de doublage viennent reprendre leur rôle, le style est parfaitement retranscrit par l'excellent studio Mir Studio, donc l'animation en 2D. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ces deux premiers épisodes que j'ai trouvé quasi parfaits dans les commentaires et pourvu que ça dure étant donné qu'il nous prévoit 3 saisons, donc c'est pas terminé. Ce qui est terminé en revanche, c'est la période isolationniste des X-Men sur Krakoa, puisque dans la prochaine ère qui a commencé à se dévoiler, ils vont se mélanger à nouveau à la population humaine. Par contre, il va falloir avoir des super pouvoirs mutants pour retenir toutes les séries qui vont sortir, puisqu'elles sont au nombre de 3 pour les X-Men. Donc les X-Men de Jed MacKay et de Ryan Stegman, où c'est Cyclope qui va gérer une équipe, se servir de cérébraux pour repérer les mutants en galère et aller leur porter secours. C'est du classico-classique, un ministre des Finances qui fraude le fisc, c'est pareil, sauf pour Magneto qui a le look d'un vieux prof de philo absent la moitié de l'année parce qu'il aime bien prendre la mer aussi. Bon, vous aurez aussi les Uncanny X-Men par Gail Simone et David Marquez, où c'est Gambit et Malicia qui vont s'installer en Nouvelle-Orléans et devenir des héros complètement hors la loi. Ça sent très très bon cette affaire, le mutant cajun de retour dans son environnement. Vous avez aussi les Exceptional X-Men par Yves L. Ewing et Carmen Carnero, où Kitty Pryde va chercher à mettre derrière elle tout son passé mutant. Est-ce qu'elle va y arriver ? Évidemment que non, elle va essayer de devenir une barista. Alors j'adore les White Russians, mais je suis plus White Queen et Emma Frost sera de la partie. Il y a aussi 6 séries qui ont été annoncées, Storm, Nyx, X-Force, X-Factor, Phoenix et évidemment Wolverine, ça c'est le grand classique. Je vous laisse me dire quelle équipe vous excite le plus. Moi on est clairement sur Rogue, Malicia et Gambit, ça ne bouge pas. Et puis alors dans les X-Men du MCU pour leur futur reboot, l'ennemi de choix que privilégierait Marvel, ça serait Mr. Sinister. Et si on a l'habitude de le voir en tant que grand clown facétieux parce qu'il a une personnalité un petit peu étrange, n'oublions pas que c'est quelqu'un de très dangereux à ne surtout pas prendre à la légère, un eugéniste cruel qui n'a pas hésité à travailler avec les nazis, forcément, qui a expérimenté sur son propre fils, le cadavre de son propre fils et qui est responsable de la mort de nombreux mutants. Donc ça commence fort. Au ciné. Dans l'actu ciné des adaptations de nos comics favoris à l'écran de cette semaine. Si Pingu avait préféré le crime organisé et les gros cigares plutôt que sa petite famille et son tout petit baluchon, ça aurait donné The Penguin, la continuité directe du film de Batman de Matt Reeves avec l'excellent Colin Farrell, la série, qui se dévoile dans une bande-annonce qui vient établir la fascination du personnage pour le crime organisé et le respect conféré par le statut de mafieux. Il nous parle de Rex Calabrese, un criminel que DC nous a présenté comme le père de Catwoman pendant le New
New 52. La bande-annonce nous ramène dans l'univers de Matt Reeves et ça donne franchement envie de regarder les 8 épisodes de la série sur Max. Quelques infos coulisses avec des têtes froides comme celle de Sydney Sweeney qui se moque très volontiers du flop de Madame Web et qui, dans GQ, en parle un petit peu plus sérieusement en disant que si elle a signé pour ce film, c'est aussi pour avoir de bonnes relations avec Sony, à qui elle a pu vendre par la suite Anyone But You, dont elle est la productrice également, et ça lui a permis aussi de valider le reboot de Barbarella dans laquelle elle sera le personnage principal. Du coup, c'est très honnête, c'est bien business is business, mais quand Aaron Taylor Johnson nous vante les mérites du personnage de Kraven le chasseur et dit qu'il n'aurait jamais signé s'il n'avait pas trouvé qu'il était très terre à terre et très humain, on peut se demander si au moment où le film va flopper, ce que je n'espère pas, il ne va pas revenir nous expliquer que en fait tout ça c'était juste pour avoir une préparation physique encore meilleure pour son rôle de James Bond, puisque oui, il serait pressenti pour incarner l'espion anglais, vous vous rendez compte, de Kick-Ass à Bond, du 0 au 007. Et puis alors on a des têtes froides, mais on a aussi des têtes dures, comme seule l'Angleterre sait les enfanter. Myriam Margoyle, qui incarnait Chourave dans Harry Potter, a déclaré que, elle n'était pas tranquille, puisque la célébrité l'a gagnée à son plus vieil âge et qu'elle a plein de projets, et que même Marvel l'a appelée pour lui proposer une série sur les sorcières qui serait tournée 4 mois à Atlanta. Elle, n'aimant pas les sorcières qu'elle a déjà incarnées, elle a déjà fait, et n'aimant pas les États-Unis, elle a demandé 1 million de livres. Marvel a fait le tour de magie classique, ils ont coupé la somme en deux, 500 000, elle n'a pas accepté, fin de l'histoire. Et puis Marvel aurait bien commencé, sans qu'on sache si ça va vraiment aboutir, à travailler sur un projet de série sur Nova. On ne sait pas exactement quelle version du personnage, mais il serait peut-être temps d'avoir une grande saga cosmique à la Annihilation des années 2000 pour le MCU évidemment. On a aussi des nouvelles de Benedict Wong qui nous dit que son personnage va pas tarder à faire un retour, mais en même temps lui il est omniprésent, t'as autant de chances de le croiser dans un projet Marvel que de croiser mon beau-frère dans un centre de dépistage dès qu'il revient du Club Med. Bon, la rumeur dit que Kang serait toujours bel et bien l'antagoniste de Avengers 5 avec un petit remaniement puisqu'il serait associé à un autre vilain, et là tout ce que mon esprit entend c'est que Fatalis va débarquer, lui mettre 2-3 patates de forain, l'anéantir pendant la toute première partie du film et lui voler la vedette pour tout le reste. Ça serait très très cool. Et puis enfin, évidemment, en pleine promo pour son film Roadhouse, Jake Gyllenhaal, qui était pressenti pour incarner le Chevalier Noir dans les films de Christopher Nolan, a déclaré que oui, ça serait un honneur de jouer le Batman du DCU. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire quand tu es acteur et qu'on te pose cette question? Même Boudère répondrait que ça serait un honneur. Les comics. Dans l'actu purement comics, ça a toujours eu le nom d'une marque de montres connectées pour préados, mais l'Infinity Watch revient, les gardiens des pierres d'infinité qui vont avoir du pain sur la planche, puisque Thanos ne manque pas une occasion de faire parler de ses bijoux de famille, sauf que là ça va se tenir dans un crossover qui se répandra sur plusieurs chapitres annuels de plusieurs séries, Spider-Man, Thor, Thanos également, et on pourrait croire qu'on a tout vu, sauf que là les pierres sont directement dans des gens. Les types, ça devient des galettes des rois. Il me tarde de voir Thanos les foutre à poil, les faire se pencher, leur demander de tousser pour les récupérer. Le scénariste de la semaine, c'est Ali Wing, que j'adore lire dans les pages de X-Men Red, et qui va se charger de superviser le Venomverse Reborn. Il se charge déjà de superviser la grande saga spatio-temporelle de Venom, de Eddie et son fils Dylan Brock. On embrasse d'ailleurs tous les Dylan, et bien là il va se charger d'introduire de nouveaux Venom dans cet univers-là, notamment le Venom du jeu de PS5 Marvel's Spider-Man et un Venom Viking. Et puis alors il va aussi débarquer chez DC Comics à l'occasion du mois des fiertés et du numéro spécial qu'ils sortent, donc le numéro Pride, et donc il va se charger d'une histoire sur le Blue Starman, qui est l'un des tout premiers super-héros ouvertement gays de l'univers DC Comics et qu'on avait vu dans Justice League Cry for Justice. C'est un hommage avant tout, et les mélomanes le reconnaîtront, à David Bowie, le grand David Bowie. Disney, c'est quand même les pros du grand écart, puisqu'après avoir intenté un procès contre les ayants droit de Steve Ditko, le co-créateur de Spider-Man, après que ces derniers aient eux-mêmes intenté un procès pour essayer de récupérer les droits sur la création de Ditko, ils vont célébrer la personnalité de Steve Ditko, l'artiste, le terrible artiste qu'est Steve Ditko, en le nommant légende de Disney, dans une cérémonie qui aura lieu en août prochain. Bon, tu pouvais t'arrêter à légende, nous on le savait, ça suffisait déjà. Bon, après les procès ont été réglés à l'amiable et ça c'est vraiment leurs affaires. En attendant, souvenez-vous de ce que Ditko avait écrit en renvoyant la récompense qu'avait récupérée pour lui son éditeur à l'époque, Linkpot Award, c'était pas rien. Il n'en voulait pas, il avait dit: les récompenses saignent les artistes et nous mettent en compétition les uns contre les autres. Les récompenses sont ce qu'il y a de plus horrible au monde. Comment oses-tu en accepter une en mon nom ?
Bam, ambiance. Jerry Degan a annoncé son prochain titre indé qui s'intitulera Falling in Love on the Path to Hell. Ça sera dessiné par Gary Brown, qui en doit Baby Teeth et Black Road de Holy North. Hein, c'est un titre viking. Et bon, ben, ça racontera l'histoire à leur crépuscule de deux catégories de personnes, une samouraï et un cowboy qui vont refuser de mourir aussi facilement que ça. Il y a du Tarantino, il y aura beaucoup de violence. C'est 3 couvertures que je trouve magnifiques, une qui rappelle évidemment Walking Dead, l'autre qui rappelle Star Wars et la troisième, je n'arrive plus à me rappeler ce qu'elle me rappelle, mais je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Lisez. Et tout d'abord, je tiens à vous dire à quel point je suis content d'avoir enfin rencontré les membres de l'association Teach Drink and Draw à Clermont-Ferrand, la Clermont Geek, qui sont tous plus top les uns que les autres, qui m'ont permis d'aller à la Clermont Geek. Je suis très content d'avoir rencontré France de la librairie Evil One. Je suis content de vous avoir rencontré à tous ceux qui sont venus sur la Clermont Geek. Vous m'avez couvert de cadeaux, des comics, des affiches, des badges, des dessins. Et vraiment, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Et donc, j'ai pas lu énormément. J'ai quand même rattrapé un peu mon retard sur X-Men Red. Là, je suis au numéro 16, le chapitre de la grande guerre de Genesis contre Storm et les survivants d'Araco. J'espère vraiment que les mutants Araki ne seront pas oubliés dans le relaunch dont je vous ai parlé aujourd'hui. On verra. En attendant, Ali Wing me régale et il respecte le personnage de Storm et ça fait plaisir. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à laisser vos messages également sur les réseaux pour El Bando del Pueblo. C'est votre espace de liberté depuis plus de 440 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. La police a retrouvé dans ses locaux des rats défoncés avec de la marijuana qu'ils avaient confisquée. Moi j'ai envie que ça soit un spin-off sur la famille de Maître Splinter.